Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. J'accueille aujourd'hui Nadège Larcher. Nadège est une psychologue qui intervient pour l'agence APCOM. Elle y explique notamment aux professionnels de la prévention des risques ou d'autres secteurs que l'objectif de la communication bienveillante est d'arriver à un dialogue mutuellement respectueux. Cet épisode est réellement un cours magistral pour moi et j'y apprends beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs de prendre des notes. Sur ce, je vous laisse écouter cet échange passionnant avec Nadège Larcher. Alors, bonjour Nadège, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast. Et merci beaucoup de venir partager votre expérience aux auditeurs. Comment allez-vous ? Eh bien, je vais bien. Merci Alexandre. Merci également pour votre invitation. Comme je disais, c'est un plaisir pour moi. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Oui, tout à fait. Donc, je suis Nadège Larcher. Je suis à la fois psychologue et formatrice et je suis l'une des fondatrices de l'entreprise APCOM, Apprendre à communiquer. Voilà. Et c'est dans cette entreprise justement qu'on s'est connus parce que vous étiez venu faire une conférence sur la communication bienveillante justement dans mon entreprise. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait APCOM et comment on est arrivé à APCOM justement ? Oui, tout à fait. Alors, APCOM a aujourd'hui 15 ans. À l'origine, l'entreprise s'appelait l'Atelier des parents. Alors, l'Atelier des parents reste l'une de nos sous-marques, mais maintenant, nous avons donc changé de nom. Alors, il y a 15 ans, c'est mon associée, le docteur Sophie Benkemoun, qui a créé cette entreprise. Elle revenait des États-Unis où elle avait découvert dans l'école de ses enfants des cours de communication. Alors, c'était la psychologue de l'école qui proposait aux parents de venir découvrir une autre façon de communiquer avec les enfants. À cette époque-là, c'était une méthode américaine qui s'appelle Faber et Maslich, du nom des deux auteurs. Et donc, Sophie a été vraiment séduite par cette méthode et surtout cette communication parce que quand on a des enfants, on sait qu'on a beau les aimer très fort, on a beau essayer d'être les meilleurs parents du monde, eh bien il y a des moments quand il faut partir à l'école, quand il faut réussir à leur faire manger des carottes ou quand c'est l'heure du bain, eh bien les problèmes de communication peuvent et de coopération peuvent surgir très rapidement. Donc, Sophie est rentrée des États-Unis, c'était en 2005, et en 2006, elle a créé l'Atelier des parents. Et j'ai fait partie d'un de ses tout premiers groupes de parents. Alors moi, à cette époque-là, j'étais à Aix-en-Provence, j'étais dans une équipe de ressources humaines, responsable recrutement d'une entreprise high-tech et j'avais déjà 2 enfants et j'étais en train de découvrir toutes ces difficultés de communication. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie en 2006 et puis nos chemins se sont recroisés en 2009-2010 où moi, j'ai commencé à envisager ma reconversion professionnelle et en 2011, nous avons commencé à travailler ensemble pour nous associer officiellement en 2013. Et donc voilà, alors, ça c'est… je vous arrête. Donc, du coup, à la base, vous étiez participante, c'est ça, à un des ateliers alors ? Tout à fait, tout à fait. D'accord. À la base, j'étais une maman, vraiment une maman lambda, qui avait, mon aîné avait 3 ans et la deuxième avait 1 an, donc avec des très très jeunes enfants. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il me manquait des outils,
qu'il me manquait des façons de rentrer en communication avec mes enfants. Et c'est vrai que la découverte de ces ateliers, bien sûr, outre la rencontre avec Sophie, mais la découverte de cette communication bienveillante ou non violente, elle a différents noms, la découverte de cette communication a complètement changé ma vie familiale, je dirais même ma communication dans mon couple, et puis à terme ma vie professionnelle. D'accord. Et alors du coup, comment on passe de l'atelier des parents à Abcom? Alors, comment on y passe? Eh bien, on y passe un peu par opportunité, en réalité. Donc, à l'origine, eh bien, nous étions uniquement à l'atelier des parents. Alors, au début, on utilisait cette fameuse méthode américaine. Et puis, très rapidement, nous avons développé notre propre matériel. Donc, aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 4 modules de formation pour les parents, de 4 ateliers pour les parents de jeunes enfants, enfants et ados, et jalousie. Donc ça a déjà été la première partie de notre activité. Et puis, dans les groupes de parents qui participaient à ces ateliers, il y avait des professionnels. Il y avait des professeurs, il y avait du personnel de crèche. Et ces personnes sont rapidement revenues vers nous en nous disant, mais les outils que vous nous présentez en tant que parents, bien, nous en avons besoin dans notre cadre professionnel. Donc, on a développé des modules de formation à partir de ce moment-là. D'abord pour les professionnels enfance, petite enfance et adolescence, et puis après pour les professeurs. Et c'est dans le cadre d'une conférence donc, que je donnais à Chinon sur la communication adulte-adolescent qu'une personne de la centrale responsable de la prévention est venue me voir à la fin de la conférence pour me dire que les outils que j'avais présentés eh bien, lui semblaient tout à fait adaptés à la question de la communication sur la prévention des risques et surtout sur la vigilance partagée. Et c'était il y a à peu près 2 ans. Et c'est ainsi que nous avons aussi commencé à développer une offre entreprise, un module de formation et une conférence sur les questions de la communication et de la vigilance partagée. D'accord. Donc c'est tout le cheminement pour en arriver aujourd'hui à intervenir auprès d'entreprises et donc sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui sur la prévention des risques. Et vous intervenez auprès d'autres entreprises aussi? Oui, tout à fait. Alors auprès d'autres entreprises, notamment qui interviennent dans le domaine industriel. Parce que là aussi, dans l'atelier, il y a des questions de vigilance partagée. Donc, il y a des interventions qui sont programmées, alors qui étaient programmées avant l'été, et puis qui sont reportées, mais qui auront lieu effectivement, je pense, ce semestre ou le semestre précédent. Qui auront lieu ce semestre ou le semestre prochain. Ouais. Espérons que ça puisse repartir comme avant cette période compliquée. Et alors justement, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, donc vous avez mentionné la vigilance partagée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques petits conseils pour mieux communiquer sur les domaines de la prévention des risques? Alors, oui, en tout cas, je vais pouvoir partager avec vous les grandes lignes de notre message quand nous intervenons. Alors, il y a 2 éléments différents. Il y a à la fois la question des comportements humains, des biais cognitifs et pourquoi un message qui pourtant va être formulé de façon intelligible, respectueuse, pourquoi un message n'est pas entendu ou en tout cas n'est pas intégré par les individus. Donc ça, c'est la question de pourquoi nous nous comportons ainsi, pourquoi nous réagissons ainsi. Et là, j'ai envie de dire, c'est ma casquette un peu de psychologue qui intervient, sans tomber dans des effets psychologisants non plus. Il ne s'agit pas d'aller fouiller dans le passé des personnes, mais de comprendre les grands mécanismes de comportement des individus. Et puis, il y a aussi la question de la communication. Pourquoi c'est si compliqué de communiquer? Et si on met les 2 ensemble, eh bien, on comprend pourquoi nous mettons, par exemple, il y a les campagnes de prévention, les campagnes de communication sur la prévention, eh bien, certaines vont réussir et d'autres pas du tout, alors qu'on utilise parfois les mêmes ressorts.
Si on prend le côté de la communication, la difficulté, c'est que nous avons appris à parler, mais nous n'avons pas automatiquement appris à communiquer. Et Mhm. communiquer, c'est beaucoup plus compliqué que parler. Alors, parler, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire sous la douche, vous pouvez le faire dans votre tête. Communiquer, automatiquement, eh bien, vous allez avoir besoin d'un interlocuteur. La communication, c'est le principe d'un récepteur et d'un receveur. C'est la même chose pour le fait de savoir qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est quelque chose d'instinctif, quelque chose de complètement spontané, alors que écouter va nécessiter de l'énergie, de l'attention et une volonté. Et les gens n'ont pas toujours conscience de ces deux différences. Parler, communiquer, entendre, écouter. Donc ça, c'est déjà le premier élément, c'est de leur permettre de comprendre que la communication, qui est absolument indispensable, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, mais que la communication, elle a un coût. Elle a un coût attentionnel, elle a un coût relationnel et qu'elle nécessite bien, d'avoir un état de conscience, j'ai envie de dire. Ce que nous n'avons pas la plupart du temps, parce que nous avons l'impression que la communication est quelque chose de totalement naturel. Or, la difficulté, c'est que pour nous, êtres humains, communiquer, bien, c'est échanger des images, c'est échanger des représentations. Et nous partons souvent du principe, qui est faux, que nous partageons les mêmes images, que nous partageons les mêmes représentations. Et par exemple, il y a eu un test qui a été fait et qui est intéressant. On a interrogé des femmes d'un côté et des hommes de l'autre et on leur a demandé de décrire la voiture familiale. La voiture familiale classique. Dans 80% des femmes, c'était un monospace, alors que dans 80% des hommes, c'était un break. Ce n'est pas du tout la même voiture. Si vous regardez bien, quand même, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités, ce n'est pas du tout la même voiture. Et pourtant, quand un homme ou une femme parlent ensemble de la future voiture familiale de la famille, ils vont avoir l'impression qu'ils parlent de la même chose. Ils vont arriver chez le concessionnaire et évidemment, là, ils vont se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Alors là, c'est un exemple simple, mais c'est vraiment pour expliquer que cette question des représentations, des images, déjà, elle est à la base de tout. Nous échangeons des images et nous avons déjà besoin de vérifier que ces images sont communes, ce que nous oublions souvent de faire. Ouais. Et déjà, je suis très content. Je vous arrête juste un peu là parce que l'idée du coût émotionnel et le coût d'attention pour pouvoir bien communiquer, je pense que c'est pas toujours bien compris ou bien intégré dans nos campagnes en tant que préventeur ou voilà, des personnes qui veulent communiquer à d'autres collègues qui, eux, ne sont pas forcément, on va dire, prêts à recevoir cette information. Et je pense que c'est important de préciser ce concept. Oui, parce qu'on n'en a pas automatiquement conscience. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'empathie. L'empathie, donc, c'est la capacité de prendre en compte le point de vue de l'autre, sa façon de penser, et puis, bien évidemment, on y revient, mais ses représentations. Les gens ont l'impression que l'empathie est quelque chose de complètement instinctif, quelque chose que l'on va faire ou pas faire, que l'on a ou qu'on n'a pas. L'empathie, alors c'est vrai, elle se développe dans la petite enfance, dans l'enfance et l'adolescence. On est plus ou moins programmé à être empathique. Mais après, une fois qu'elle s'est mise en place, alors avec plus ou moins de facilité, l'empathie reste une décision. C'est une décision parce que ça vous demande de l'effort de prendre en compte le point de vue de l'autre. Alors, en formation, on utilise l'image de deux collines. On explique aux gens que nous vivons sur une colline qui nous est propre. Alors, j'ai ma propre colline qui est faite de mon histoire, de mes valeurs, de mes formations, de tout ce que j'ai rencontré. Et puis vous, évidemment, Alexandre, vous avez votre propre colline. Et dans l'absolu, c'est vraiment bien, parce que si nous devions tous vivre sur la même colline ou sur une plaine, la morne plaine, ce serait quand même quelque chose de très triste. Donc, nous avons chacun notre colline et c'est parfait.
Sauf que le fait d'être sur notre colline fait que nous avons un point de vue différent. Évidemment, moi, je vois le paysage de ma colline et vous la voyez de votre colline. Quand je dois faire preuve d'empathie avec vous, ça va nécessiter de ma part d'aller sur votre colline pour prendre en compte votre point de vue et puis après de revenir sur ma colline parce que par contre, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Mais vous comprenez, pour ça que j'utilise cette image de la colline, vous comprenez que ça va me demander de l'énergie. Ça va me demander un effort de quitter ma colline pour aller sur la vôtre. Alors, il y a cet effort psychique, cet effort émotionnel. Et évidemment aussi, si je me sens en danger, si je ne vais pas bien, ou si votre colline me paraît très différente de la mienne, très éloignée, peut-être même menaçante, je ne vais pas venir sur votre colline. Je vais rester sur la mienne et donc je vais rester coincée sur mon propre point de vue. Et une fois déjà qu'on commence à expliquer aux personnes que, par exemple, l'empathie, c'est une décision. C'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie, qui va vous demander un engagement. C'est pour ça qu'on ne peut pas être empathique à 100%, 24 heures sur 24. C'est pour ça que quand on ne va pas bien, bien, il faut en avoir conscience. Mais à partir du moment où on sait que je prends cette décision de venir sur la colline de l'autre, parce que généralement, quand j'y vais, il vient aussi sur la mienne et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, nous allons avoir un véritable dialogue et pas deux monologues. Eh bien, déjà, prendre conscience de cela, c'est ce qui va changer l'attitude des personnes en ce qui concerne la vigilance partagée et surtout la communication. Ouais, il y a la notion que voilà, c'est pas neutre quoi. C'est quand on veut toucher quelqu'un, il y a un effort de notre part, mais il y a un effort de sa part aussi pour qu'il vienne jusqu'à nous. Et ça vous, enfin finalement vous avez pu le démontrer avec votre expérience avec les enfants. Et côté professionnel pardon, et on en parlait de vigilance partagée sur la prévention. Comment est-ce que vous avez pu prouver que ce concept était vrai? Alors ça, comment on le prouve? Nous, on le prouve beaucoup par l'expérimentation. C'est-à-dire que dans nos formations, que ce soit d'ailleurs avec les parents ou avec les professionnels, alors bien sûr, on prend des cas totalement différents, mais il n'y a rien de mieux que de faire vivre le point de vue de l'autre. Donc, on a beaucoup d'expérimentation, de mise en situation dans nos formations pour permettre aux personnes de comprendre, d'avoir un vécu par rapport à cela. Donc, par exemple, d'être confronté à une situation où la personne en face d'eux ne fait aucun effort d'écoute, aucun effort de reformulation, aucun effort où il est automatiquement, par exemple, dans la recherche de solutions et pas dans l'accueil de la personne. Donc, ça, c'est pour montrer, alors on peut le faire rapidement par le biais d'une conférence, on le fait encore mieux par le biais d'une formation, mais c'est de vraiment faire vivre aux parents et aux professionnels ce qui se passe eh bien, quand ils sont mis dans une position de difficulté de communication pour briser ces automatismes et cette impression de toute façon, c'est logique, c'est classique, on devrait tous savoir communiquer. Non. Et puis, bon, maintenant, grâce aux neurosciences, on arrive quand même à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et on arrive aussi à comprendre tous ces schémas. On sait que dans notre cerveau, nous avons des mécanismes dédiés aux relations sociales. Nous avons des circuits, en quelque sorte, de communication. Et nous sommes capables aujourd'hui de nous rendre compte, avec notamment eh bien, les IRM, que en fonction des situations, en fonction du stress, en fonction des émotions également présentes ou non, eh bien, ces circuits de communication sont plus ou moins efficaces et sont plus ou moins disponibles. Donc ça, c'est aussi un élément important, c'est de pouvoir prendre en compte eh bien, l'état émotionnel de la personne. Ah, c'est très intéressant et je retrouve des éléments du coup que j'ai pu apprécier et suivre dans votre conférence. Et alors vous dans votre approche, comment ça se caractérise quand vous intervenez auprès d'une entreprise justement pour communiquer pour faire passer ce type de concept? Alors, il y a deux éléments et il y a deux temps différents. Après, bon, les entreprises
choisissent, j'ai envie de dire, les formules qui leur conviennent davantage. Il y a un premier temps qui peut être juste un temps de prise de conscience. Déjà, de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes, de comprendre bien qu'est-ce qui se passe dans la communication d'un individu quand il est sous stress, quels risques eh bien, il y a, quels vont être ces mécanismes, on va dire, instinctifs de survie qui risquent de se couper de la communication, quel rôle vont jouer les émotions également dans cette communication, et puis différents éléments. Donc là, on est sur un format de 2 heures, de 3 heures de présentation de ces mécanismes, alors avec des prises de conscience et bien sûr avec des outils pratiques. Et puis idéalement, c'est que suite à ces prises de conscience, il faut s'entraîner, parce qu'il faut s'entraîner avec les nouveaux outils de communication. Parce que malheureusement, ce ne sont pas des outils qu'on nous a donnés au berceau. On nous a appris je reviens dessus, mais on nous a appris à parler et pas à communiquer. On nous a pas appris, par exemple, à faire un reflet émotionnel, c'est-à-dire à accueillir l'émotion et à mettre des mots sur l'émotion sans la juger, sans chercher à la décortiquer, en étant juste dans un accueil. On nous a pas appris, par exemple, non plus à être dans la description et à faire ce qu'on appelle une critique descriptive ou un compliment descriptif, c'est-à-dire rester sur du factuel. Alors, un exemple très simple, nous parlons beaucoup en tu. Tu fais ceci, tu fais cela, ou vous faites ceci, vous faites cela. Et le problème de ces mécanismes, de ces automatismes de communication, c'est que par exemple le tu, vous l'entendez quand je le dis, le tu peut être très rapidement très agressif, très accusatif. On dit d'ailleurs que souvent le tu tue la relation. Et généralement, quand quelqu'un commence à nous parler avec un ton un peu sec en mode tu, eh bien tout de suite on se met sur quelque chose d'assez défensif. Donc plutôt que parler en tu, par exemple, on apprend à parler en je. J'ai remarqué, j'ai ressenti. Quand je te vois marcher en dehors du passage sécurisé, cela me met en difficulté ou cela me met mal à l'aise. Vous voyez, c'est très différent de tu marches encore en dehors du passage ou tu n'écoutes rien et tu marches en dehors du passage et je suis embêtée de te voir marcher en dehors du passage. Ça peut être une nuance qui paraît infime, mais elle place l'individu dans un positionnement totalement différent. On revient sur cette notion d'empathie. Quand vous parlez en tu, vous envoyez toute la faute et toute la communication uniquement sur le récepteur. Quand vous parlez en je et en tu, vous avez un vrai dialogue. Donc, évidemment, ces mécanismes de communication, nous ne les avons pas. On ne nous les a pas donnés. Donc, c'est là où, dans les formations, et c'est l'intérêt des formations, il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de mise en pratique pour que les personnes essaient, en tout cas, alors elles ne sortent pas avec déjà les mécanismes à la fin de la formation, malheureusement, parce qu'il faut remplacer des habitudes par d'autres habitudes. Et ça prend du temps. Mais au moins, elles ont pu commencer à s'entraîner. Et si on refait un lien avec le cerveau et le mode de fonctionnement du cerveau, on a commencé à créer des nouvelles connexions synaptiques, de nouveaux chemins de communication qu'il va falloir renforcer par la suite. Plutôt dans votre réponse, vous avez parlé de prise de conscience qui, je pense, peuvent parfois être un peu compliquées en séance de formation ou même dans la partie plus conférence. Est-ce que vous auriez une expérience à nous partager où justement c'était peut-être plus compliqué et vous avez dû un peu plus réexpliquer ou en tout cas vous en êtes sorti pour partager ces concepts et le message que vous vouliez transmettre? Alors, il y a souvent il y a des personnes pour qui c'est tout d'un coup une révélation. Réellement, j'ai eu plusieurs échanges de personnes qui m'ont dit ce que vous venez de m'expliquer, je le sentais quelque part, mais là tout d'un coup je le comprends, ça prend un sens et je suis capable de faire des liens avec ce que je vis. Et puis évidemment pour d'autres personnes, là il y a un phénomène plus de résistance, voire
voire parfois d'opposition. Alors d'abord parce que ça peut être douloureux quand vous prenez conscience que vous communiquez mal, que vous pouvez blesser les autres alors que c'est pas votre intention, que vous avez été maladroit. Eh bien oui, ça peut entraîner des difficultés de pas de compréhension, mais en tout cas d'être convaincu ou de vouloir changer les choses. Alors ça, les phénomènes de résistance, nous en avons partout et dans toutes les formations. L'objectif déjà, ce n'est pas de chercher à convaincre. L'objectif, c'est de proposer d'autres alternatives aux personnes. C'est de leur dire, vous avez aujourd'hui une boîte à outils de communication. Vous avez certains automatismes de communication. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. Et c'est pas parce qu'ils sont moins bons qu'il faut tout jeter à la poubelle. L'idée, c'est que vous pouvez rajouter des nouveaux outils, des nouvelles clés de communication qu'au début, eh bien, vous aurez du mal à les utiliser ou elles vont vous paraître un peu artificielles. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ce sera plus facile. Alors, j'ai un exemple d'un manager qui est revenu me voir parce que je suis revenue dans l'entreprise une deuxième fois. Et la première fois où je l'avais eu en formation, donc j'avais expliqué l'importance des émotions et le fait de dire que quand un individu est aux prises d'émotions très fortes, qu'il soit dans la peur, dans la culpabilité, eh bien, il n'est pas réceptif, il n'est pas disponible pour un discours cartésien. Et ça choquait beaucoup ce manager qui me disait, mais non, quand on fait un entretien avec un salarié, qu'on a quelque chose de difficile à lui dire, il faut être factuel, il faut être que factuel, il faut lui dire tac, 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 ça va pas, et puis voilà les solutions, il n'y a pas de place pour les émotions. Et donc, pendant la première formation, il avait été assez négatif sur le rôle des émotions. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il avait quand même entendu. Et puis, il s'est retrouvé un jour confronté à un entretien avec une salariée où bien, cette personne était aux prises avec des émotions très intenses. Et puis, il a pris en compte cette émotion, il l'a accueillie, il a juste dit à cette personne, il me l'a raconté après, il a juste dit à cette personne, bon, je vois que là, ça vous bouleverse beaucoup ce que je suis en train de vous dire. Et la personne a pu évidemment lui dire, oui, c'est le cas, et puis je m'y attendais pas, donc ils ont parlé de ça un tout petit peu. Et puis après, la personne s'est apaisée et ils ont pu avoir une vraie conversation, un vrai échange. Donc ce manager est venu me voir, il m'a dit, c'est bizarre votre truc, mais ça marche. Alors, c'est pas un truc en réalité, mais c'est pas grave. S'il considère que c'est un truc, c'est pas une baguette magique, c'est juste le fait qu'il a accueilli ce que la personne était en train de vivre. Donc, quelque part, il a fait preuve d'empathie. Et cet accueil a tout changé dans la communication, dans la relation qu'il avait avec cette personne. Donc voilà, j'ai pas cherché à le convaincre pendant la formation. Je lui ai juste dit, écoutez, essayez. Un jour, essayez, et puis vous verrez. Au pire, ça marchera pas. Au mieux, vous verrez quelque chose de différent. Et c'est souvent comme ça que les personnes rentrent petit à petit dans la communication. Après, c'est compliqué parce que, vous comprenez, c'est remettre en cause tout ce que nous avons appris. C'est remettre en cause aussi parfois la façon dont on nous a parlé depuis tout petit. Donc, c'est pas facile. Et puis, c'est remettre en cause aussi des préceptes de management que nous entendons depuis des décennies. Dans l'entreprise, il n'y a pas de place pour les émotions. Dans l'entreprise, il n'y a pas de place pour l'individu, pour le personnel, etc., etc. Alors, toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, mais certaines fonctionnent encore comme ça. Mais déjà, merci beaucoup pour le partage de cette expérience parce que je pense que c'est là où on peut plus se rattacher à l'expérience de quelqu'un qu'on apprend, on apprend aussi pour pouvoir implémenter des choses dans son propre parcours. Et ça m'a beaucoup parlé le fait d'avoir quelqu'un qui est assez peut-être assez véhément sur une réaction et que finalement c'est là où ça devient plus intéressant pour l'intervenant de pouvoir interagir avec lui et essayer de creuser un peu et c'est là où finalement on arrive à quelque chose qui nous satisfait et nous permet de se rendre compte qu'on a un vrai impact sur ce type d'atelier. Oui, alors, ce qui est
ce qui me permet aussi de faire ça, alors là, c'est plutôt la deuxième partie de nos formations, la partie peut-être un peu plus psychologique, c'est que le fait, dans nos formations, dans nos conférences, il y a une approche, une théorie, hein, on peut l'appeler comme ça, qui nous sert énormément. Alors, ça s'appelle la théorie des besoins fondamentaux. C'est un Américain qui s'appelle William Glaser. On donnera le nom si vous voulez dans une bibliographie, mais cet Américain, il a travaillé sur le fait de dire que nous avons des besoins fondamentaux. Alors, je pense qu'on connaît tous la pyramide de Maslow, la fameuse pyramide avec les différents besoins. William Glaser, il est allé beaucoup plus loin. D'abord, il n'a pas fait de pyramide parce qu'il a dit on ne peut pas faire une hiérarchie entre les besoins. Ils sont tous importants. Et puis, lui, il a préféré travailler sur cinq grandes familles de besoins en les mettant toutes au même niveau. Alors, c'est 5 besoins fondamentaux. Il y a d'abord le besoin de sécurité, de survie. Alors, la sécurité, la survie, c'est bien sûr d'abord physique, mais ce n'est pas que physique, c'est psychologique, c'est social. Il y a après le besoin d'appartenance, qui est un besoin fondamental chez l'être humain. Alors, il faut vraiment avoir en tête que nous sommes des êtres sociaux et que sans le groupe, nous ne pouvons pas survivre. Le bébé humain a absolument besoin du lien social pour pouvoir survivre. Donc, c'est inscrit en nous, ce besoin social. À côté de ces 2 premiers besoins, vous avez un 3e besoin qui est le besoin de compétence, le besoin de pouvoir. Alors là, c'est la capacité de dire je suis compétent, j'ai de l'action, j'ai du pouvoir sur ma vie. Et puis les 2 derniers besoins fondamentaux, c'est pour l'un d'entre eux le besoin de liberté, de libre arbitre, qui est un besoin très très fort chez l'être humain. Et le dernier besoin, alors souvent on l'oublie parce qu'on a tendance à considérer que ce n'en est pas un, mais là aussi il est inscrit dans notre cerveau, c'est le besoin de plaisir. Parce qu'il n'y a qu'une seule émotion que notre cerveau essaie de reproduire volontairement, c'est la joie. Et le besoin de plaisir, il est inscrit en nous. Donc, ces 5 besoins fondamentaux, ces 5 besoins fondamentaux, si on reprend la théorie des besoins, ces 5 besoins, ils conduisent, ils guident en réalité nos comportements. Ils guident nos comportements conscients et inconscients. Et ces 5 besoins, nous avons la nécessité qu'ils soient remplis tous les 5. Alors, nous avons par contre des façons totalement différentes d'y répondre. Il y a 5 besoins fondamentaux et des millions de façons d'y répondre. Mais quand on reprend la notion de la formation et quand on reprend surtout la notion de la vigilance partagée et de la prévention, beaucoup des messages en prévention ne passent pas ou sont entendus mais pas écoutés parce qu'ils viennent s'opposer à ces besoins fondamentaux. Et je vais reprendre l'exemple de mon manager tout à l'heure qui était venu me dire que ce que je lui disais, c'était complètement débile en formation. Si je reprends cette grille des besoins fondamentaux, ce manager, il n'était pas en train de s'opposer à moi. Ce n'était pas moi en tant que personne qui revenait mettre en cause. Il revenait mettre en cause ses propres besoins, notamment son besoin de compétence et son besoin de liberté. Il était en train de m'expliquer qu'en réalité, il n'avait pas besoin qu'on lui explique comment faire les choses parce qu'il était suffisamment compétent et qu'il voulait être libre pour pouvoir le faire. À partir du moment où j'ai reconnu ce besoin de liberté, où je lui ai dit écoutez, de toute façon, c'est votre choix. C'est votre choix d'essayer ou de ne pas essayer. Moi, je suis là pour vous présenter d'autres façons. J'ai des outils, j'ai des informations quand même qui sont vérifiées aussi, mais c'est votre choix de le faire. À partir du moment où j'ai répondu à ce besoin de liberté, il s'est senti libre de le faire. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être de la manipulation. Ce n'était pas mon objectif. Le but n'est pas de manipuler, mais c'est d'entendre le besoin de liberté des individus. Et on va reprendre un exemple, moi, que j'adore utiliser en formation, c'est l'exemple de tenir la rampe. Si on reprend l'exemple de tenir la rampe en fonction de cette lecture des besoins fondamentaux, on est capable de voir les choses de façon totalement différente. Parce que dans l'absolu, tenir la rampe,
honnêtement, quand je me place du côté de la prévention, il n'y a rien de compliqué dans le fait de tenir une rampe. On ne demande pas quelque chose de fondamentalement compliqué aux individus. Sauf que chez un individu qui trouve que, par exemple, son besoin de compétences dans l'entreprise n'est pas reconnu, qu'il a déjà l'impression dans son poste, dans ses fonctions, peut-être dans l'ambiance générale de l'entreprise, qu'on le traite un peu comme un petit garçon, qu'on ne reconnaît pas sa capacité de prendre ses décisions, qu'il n'est pas capable de proposer des choses comme il le souhaitait. Donc, quand son besoin de compétence n'est pas vraiment reconnu, que son besoin de liberté d'ailleurs aussi peut-être n'est pas reconnu, tenir la rampe, c'est l'action de trop, vous comprenez, par rapport à ses carences. Et donc, il va malheureusement utiliser cette demande, qui est une demande en plus normalement légitime, parce que ce qui est quand même une demande concernant sa propre sécurité. Non, il va faire cet arbitrage inconscient, mais il va faire cet arbitrage de provocation quelque part pour pouvoir répondre à son besoin de compétence et de liberté au détriment de son besoin de sécurité. Voilà. Alors, je ne sais pas si mon image est suffisamment claire et puis il faut plein d'exemples. Parce que l'exemple, c'est l'exemple pour les préventeurs qui revient tout le temps, le tenir la rampe, c'est effectivement très simple et très compliqué en même temps de parvenir à faire adhérer à cette règle. Et du coup, là, comme vous l'avez expliqué, le fait qu'il y ait deux besoins qui s'opposent et qu'il y en a un qui est privilégié, je pense que dans notre analyse, on va pas forcément aussi loin que ça. Et c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est intéressant que vous nous l'apportiez comme ça parce que ça nous fait vraiment… je pense que c'est le but du podcast, mais de vraiment pouvoir progresser sur la compréhension et pourquoi des choses marchent et d'autres fonctionnent moins. Et du coup, encore merci pour ça. Et je vais rebondir sur tout ça parce que c'est beaucoup de concepts, mais même de connaissances qui sont prouvées. Et est-ce que c'est ce qui le fait que ce soit toujours infini, la connaissance qu'on peut avoir des êtres humains qui fait que vous appréciez autant votre métier, ou est-ce que c'est autre chose qui vous fait persévérer? Alors non, il y a beaucoup de choses qui me font persévérer, mais oui, ça c'est vraiment à la base de ma passion, c'est cette compréhension de l'être humain, cette capacité de… C'est incroyable comme nous sommes à la fois extrêmement performants en tant qu'être humain et parfois extrêmement bêtes aussi, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Alors, moi, je suis venue à la psychologie sur le tard, entre guillemets, parce que ce n'était pas mes études d'origine. Mes études d'origine, c'était les sciences politiques et les relations internationales. Ça m'a entraînée dans les ressources humaines. Et puis, en réalité, je suis retournée à l'université à 37 ans pour devenir psychologue. Donc, c'est vraiment une passion et c'est vraiment quelque chose qui maintenant guide ma vie. Et je trouve que comprendre les comportements humains, pourquoi les individus vont agir de telle ou telle façon, pas pour juger, au contraire, mais pour accompagner et pour comprendre aussi à quel point c'est difficile de changer. Parce que, et alors, en plus, en retournant à l'université, j'ai pris une option neurosciences, donc vraiment l'analyse du fonctionnement et du développement du cerveau humain au regard des grands mécanismes psychologiques, l'attention, les émotions, les comportements. Et là, c'est vraiment fascinant de voir que nous sommes capables à la fois de tâches extrêmement complexes, extrêmement intelligentes, et puis nous avons aussi un mode de fonctionnement très automatique, très spontané. Nous avons ce qu'on appelle une voie courte et une voie longue dans notre mode de fonctionnement. Donc, une voie courte très automatique et puis une voie longue, elle, qui est beaucoup plus réfléchie. Et cette voie courte, elle est importante parce qu'elle nous permet beaucoup d'automatisme, elle nous permet de survivre. Et puis, elle nous permet aussi de diminuer ce fameux coût
ce fameux coût attentionnel notamment, Mhm. mais en même temps, elle nous empêche d'évoluer, d'avancer, parce que ce qui est très compliqué avec le cerveau humain et avec le fonctionnement humain, c'est qu'il faut comprendre que nous détestons fondamentalement le vide. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, on déteste le vide, on déteste l'inconnu. Et donc, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'arrêter une mauvaise habitude, il faut à tout prix la remplacer par une autre. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faut bien sûr prendre conscience déjà que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas efficace, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est la première étape. Mais cette première étape-là, elle ne suffit pas. Il faut après dire, OK, j'ai compris que ça ne fonctionne pas, mais comment je le remplace? Et ça me passionne. C'est vraiment un des éléments qui, je crois, me pousse à continuer encore et encore, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes. C'est vraiment d'aider à comprendre ces mécanismes et à les remplacer par des éléments plus positifs. Et quand je vois à quel point c'est difficile pour moi, déjà individuellement, personnellement, de changer certaines mauvaises habitudes, eh bien, alors que je suis formée et consciente, je vois à quel point c'est difficile pour les autres aussi, Mhm. évidemment, et ça me rend humble par rapport à ça. Ouais, mais je comprends. Enfin, la passion que vous pouvez avoir dedans, je la comprends et je la partage parce que comme je disais, c'est infini et en même temps, c'est tout à fait passionnant d'avoir toujours une situation différente, toujours une, une personne différente en face de soi et c'est pour ça qu'on se lasse pas. Alors, pour passer sur une partie qui traite plus des recommandations, est-ce que vous avez des ouvrages que vous pourriez nous conseiller justement sur le thème de la communication ou de la prévention des risques? Oui, alors moi j'ai préparé déjà du côté de la communication, parce Mhm. que ça évidemment, ça reste quand même mon dada, ça reste mon élément clé. Alors il y a 2 livres que je trouve très accessibles pour commencer à se former à la communication en général, à la communication non violente ou bienveillante. Alors il y a un livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou des murs. Donc, mais le titre principal, c'est Les mots sont des fenêtres. Et puis, il y a un ouvrage qui reprend, mais de façon accessible et avec humour, ces concepts, de Thomas d'Assembourg, qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors, ce livre, il est en plus, une de ses conférences a été sketchée. Donc, vous pouvez la découvrir. Après, il y a un livre donc, de William Glaser sur la théorie du choix que je trouve intéressante. Alors là, qui est plus technique, mais qui permet de mieux comprendre cette idée des conflits intrapersonnels et interpersonnels. Et puis, il y a un dernier livre que moi, j'aime vraiment particulièrement, alors qui est un peu plus technique aussi, mais qui, je pense, pour les formateurs en prévention des risques est intéressant. Alors, c'est un livre du docteur Eric Berne et le titre est « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Et il montre bien l'importance des systèmes relationnels dans la communication et donc aussi, évidemment, dans la prévention. D'accord. Très intéressant. Du coup, j'ai tout noté. Comme toujours, tous les liens seront en description de l'épisode. Donc, merci pour ces recommandations. Également, sur une partie outils, est-ce que vous avez des applications que vous utilisez particulièrement? Alors, des applications sur la communication, non, il y en a peu malheureusement. Celles qui existent aujourd'hui, je ne suis pas complètement convaincue. Alors après, si on doit parler d'outils de Mhm. formation, il y a des outils, moi, que j'aime particulièrement utiliser. Alors, nos formations sont basées sur une
une thérapie, entre autres. Alors, on appelle ça une thérapie, mais c'est des outils. La thérapie Impact. Alors, c'est la psychologue canadienne Dani Beaulieu qui a vraiment développé cette approche. Et c'est le fait d'utiliser des objets, des images, de la vie courante pour faire passer des messages. Donc, une manipulation, une prise de conscience, une image vaut mieux que 100 000 mots. Et si vous avez envie d'aller voir du côté, alors ça s'appelle Académie Impact. Et là, vous découvrirez bien toute l'approche de Dani Beaulieu. Et ça fait partie des outils là pour les formateurs qui peuvent être vraiment intéressants. Et puis, il y a aussi tous les outils quand même de pédagogie ludique qui peuvent amener des éléments, je pense, nécessaires. Je vous rappelle que dans nos besoins fondamentaux, il y a le besoin de plaisir. Et donc, il faut savoir utiliser ce besoin de plaisir en formation. Alors là, vous pouvez aller du côté des formations Eureka ou des formations Tiagi. C'est le fait d'utiliser des outils de pédagogie ludique dans les formations. Et pour les utiliser beaucoup, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Ok, très bien. Je connaissais pas l'Académie Impact, mais je connaissais le concept en lui-même d'utiliser des images ou des messages du quotidien pour pouvoir avoir plus d'impact, justement. Mais moi, je vais regarder avec attention. Là, ça m'intéresse beaucoup. Encore merci pour ce partage. Et enfin, pour terminer, il y a une partie traditionnelle sur l'avenir de la prévention. Comment est-ce que vous voyez évoluer la prévention et du coup la partie plus spécifique qui vous concerne sur la communication à l'avenir? Alors, le sentiment très personnel, c'est évidemment très personnel que j'ai, mais le sentiment très personnel que j'ai, c'est que les messages de prévention, globalement, aujourd'hui, sont plutôt bien formulés, sont présents, ils sont même présents en grand nombre. On essaie de les développer sous différentes formes. C'est la même chose pour la prévention routière, pour la prévention sur le tabac. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les messages sont présents et ils sont vraiment présents. Donc ça, c'est peut-être pas là où aujourd'hui se trouve l'avenir. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans la quantité ou même la qualité du message. C'est maintenant le fait de travailler sur le récepteur. J'ai l'impression que les émetteurs ont plutôt bien fait leur travail et ils ont plutôt maintenant les ressources nécessaires. Mais il va falloir se placer du côté des récepteurs du message, s'interroger sur les capacités de changement des individus, leur capacité aussi d'attention. Malheureusement, l'esprit humain a une capacité d'attention très limitée. Donc, et puis, nous sommes bombardés aujourd'hui d'informations. On est quand même submergé par tous ces éléments. Donc, je pense que j'ai l'impression que dans la prévention, maintenant, il va vraiment falloir travailler sur les capacités de changement des individus. Moi, j'ai l'impression que globalement, les personnes entendent ces messages. D'ailleurs, quand on leur demande, elles disent « oui, je sais ». Donc ça, c'est quand même intéressant, cette réponse. Elles disent « oui, je sais qu'il faut faire ci, je sais qu'il faut faire ça ». Et moi, spontanément, j'ai toujours envie de dire « alors, pourquoi ?» Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne changez pas? Quels sont les freins? Quels sont peut-être les mécanismes aussi de résistance, de sabotage que vous mettez par rapport à ça? Et donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait aujourd'hui se poser cette question. Pas comment je donne mon message, parce que ça y est, ça c'est fait, mais comment je fais en sorte que les personnes changent et évoluent. Donc, ce n'est pas quel message je dois donner, mais quel message doit être retenu, quel message doit être assimilé. Je pense qu'il va falloir peut-être s'interroger comme ça, sous cet angle-là maintenant. D'accord, c'est très intéressant c'est vrai qu'on se pose peut-être enfin cette question du récepteur. Et la dernière question, ça va être qu'est-ce que vous diriez à la jeune Nadège qui débutait dans ce métier? Alors, je n'étais pas si jeune que ça quand j'ai débuté. mais si…
mais si je reprends mes premières formations et mes premiers stress, ben, je ferai un lien avec ce que je viens de dire juste auparavant. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde mes formations aujourd'hui et celles que je donnais il y a 10 ans, j'avais trop de contenu. Je voulais donner trop d'informations, je voulais à tout prix que eh bien, les stagiaires aient entendu telle chose, et je pense qu'ils devaient repartir de la formation avec une tête vraiment farcie. Et maintenant, je ne me pose plus cette question de qu'est-ce que je dois dire, je me pose cette question de qu'est-ce qu'ils doivent retenir. Et je pense que mes formations sont devenues plus efficaces à cause de ça. Donc, c'est peut-être le conseil que je lui donnerai. Et puis, le conseil que je lui donnerai à la jeune Nadège, mais encore aujourd'hui, c'est de continuer de s'amuser aussi quand elle fait les choses, parce que quand même, il n'y a rien de plus communicatif que la joie et que le plaisir d'apprendre, de partager, de s'interroger. Donc voilà, de ne pas perdre cet élément de joie. Bah, c'est un très beau message pour conclure cet épisode. Merci beaucoup Nadège, parce que je pense que c'était vraiment un super épisode et c'était quasiment une formation, parce qu'il y avait tellement de contenu, tellement d'informations qui peuvent être utilisées, d'exemples. Donc encore merci pour ça. Merci beaucoup Alexandre. Et est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous contacter si on a envie de continuer la discussion avec vous? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous contacter sur notre site, donc www.apcom, alors apcom2m.fr. Et donc là, vous avez notre site, toutes nos différentes activités. Et eh bien, pour nous contacter en adresse email, il suffit de mettre mon prénom, donc Nadège, @apcom.fr, de nouveau avec 2M, et vous avez mon adresse directe. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Nadège, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!